Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, on va vous parler d'automatisation et on va prendre comme exemple Active Directory. Donc on va se présenter. Je m'appelle Pauline Blanc, je suis consultante chez D2SI. Je suis avec mon collègue Jérémy. Jérémy Rodon, également consultant chez D2SI. Et aujourd'hui, on est présent avec Jean-Xavier de Bonduel. Bonjour à tous. Donc, on fait partie de la cellule Microsoft Cloud Readiness chez D2SI. Et donc, on est tous certifiés Solution Architect Professional. Aujourd'hui, on va vous parler de... On va commencer par faire une live démo. Donc l'idée, c'est de partir de zéro, de créer un VPC, d'y ajouter une NAT instance et un bastion, et de créer une custom AMI 2016 Core avec Packer pour ensuite pouvoir déployer automatiquement un Active Directory. Afin d'éviter de passer 45 minutes à regarder défiler un prompt, on va vous parler un petit peu de méthodologie, donc vous expliquer quelles sont les techniques qu'on a mis en place pour en arriver là, et aussi les outils qu'on utilise. Et donc Jean-Xavier nous fera un retour d'expérience sur notre partenariat avant de regarder le résultat de cette démo. Donc avant de commencer, on va présenter rapidement D2SI. Donc nous, on s'organise sur deux sujets principaux. Donc l'automatisation sur la partie expertise technique. L'idée, c'est donc tout ce qui est automatisation autour des solutions de cloud public, de continuous deployment. Et au-delà de l'expertise technique, on essaye aussi d'accompagner nos clients sur la partie transformation des méthodologies de travail, donc par exemple sur les méthodologies d'agilité et de DevOps. Et au-delà de l'accompagnement que l'on fait auprès de nos clients, on est aussi très présent sur les communautés, donc on est co-animateur du AWS Paris User Group, qui regroupe à peu près 1400 personnes aujourd'hui. On effectue aussi des meet-up, on est très présent sur les événements comme aujourd'hui le Transformation Day. Et aussi, on accompagne nos clients sous forme de Game Day et de BIOP pour justement les aider à passer cette transition. Donc là, je passe la main à Jérémy, vas-y. Et donc, sans plus attendre, donc on va commencer à lancer les choses. Donc, comment ça se passe ? On va se mettre à Francfort parce que on a simplement rien à Francfort actuellement, et on va tout de suite lancer le déploiement de la stack et on va décrire un peu ce qu'elle fait. Pouf, pouf, c'est parti. Donc voilà, donc ce qu'on essaie de construire, enfin ce qu'on va construire, c'est assez simple. On va démarrer avec un VPC, une Internet Gateway. On va faire deux groupes de subnets, un subnet public, un subnet privé, dans deux availability zones, ce qui nous fait 4 subnets en tout. Et on va déployer une instance Bastion qui nous permettra de nous connecter dans le VPC, et une instance NAT qui permettra à tout ça d'avoir accès à Internet. En l'occurrence, elle ne va pas servir beaucoup, parce qu'à peine on va avoir construit les DC, on va les détruire, mais c'est un petit peu le départ classique quand on fait du AWS. Donc, a priori, le temps que je dise ça, on devrait commencer à voir apparaître des choses. Hop. Donc on a notre VPC T-Day qui vient. On va avoir nos subnets qui vont être là également. Donc voilà, de privé, de public. On va avoir les tables de routage qui sont faites pour orienter vers la NAT instance, orienter vers l'Internet Gateway quand il faut. Internet Gateway qui va être là également. Et donc côté des instances, on va avoir, hop là, nos deux instances qui sont running. Alors elles ne sont pas finies de construire, elles sont en train de s'installer, mais c'était juste voilà pour un petit peu montrer ça. Du coup, on va lui dire de continuer et on va revenir à la présentation. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a un VPC, qu'on a une base, un environnement, c'est de lancer le build d'une AMI custom avec Packer. Donc on va reparler un petit peu de ce qu'on fait avec Packer. Et la troisième étape, normalement, c'est d'aller utiliser cette AMI customisée pour déployer nos deux DC.
En l'occurrence, pour une raison de temps, on ne peut pas vraiment faire ça séquentiellement. Donc on a lancé là les deux en parallèle. On va utiliser une AMI qu'on avait déjà packagée pour faire les décès, tout en packageant une nouvelle. Bon. Sinon ça tenait en 50 minutes et c'était trop. Voilà. Donc je vais laisser Pauline continuer. Ouais, pour revenir sur la méthodologie, en général, on se base sur 4 étapes. Donc la première étape, c'est d'utiliser Packer pour maîtriser votre build, votre master à l'identique on-prem. Il faut savoir que Packer peut être aussi utilisé on-prem. Il est compatible avec AWS, GCP et Azure aussi, si vous voulez. Une fois que vous avez maîtrisé votre automatisation du build, vous pouvez utiliser Chocolaté pour packager vos applications et les rajouter sur votre master. L'idée de Chocolaté, c'est que vous pouvez déployer soit des applications, soit de la configuration. Ça se base sur du PowerShell. Jérémy reviendra dessus tout à l'heure. Et donc, une fois que vous avez automatisé l'installation de vos applications, vous pouvez la réutiliser à l'infini. Ensuite, afin de provisionner tout ça, on utilise Terraform ou CloudFormation pour pouvoir déployer vos infrastructures de manière ISO entre vos environnements et les redéployer autant de fois que vous voulez grâce à AWS un peu partout dans le monde. En termes de tooling, donc, on va vous présenter les outils Chocolaté qui se basent sur du PowerShell. La petite boîte en carton, c'est Boxstarter. Ça permet en fait d'automatiser le redémarrage et le séquencement des paquets chocolatés. On utilise aussi MyGet, qui est en fait le repository sur lequel on va déposer nos packages. On utilise Packer donc, pour automatiser le déploiement, la personnalisation des AMI. Et ensuite Terraform ou CloudFormation pour déployer toutes vos infrastructures partout dans le monde. On vous conseille bien évidemment, là on ne va pas en parler, mais de versionner votre code, donc utilisez Git au maximum. Et ça vous permettra ensuite de vous interfacer facilement avec des chaînes de déploiement continu comme Travis, Jenkins ou GitLab CI. Donc la vision globale de comment ces outils s'interfacent entre eux. On va commencer par le côté en haut à gauche, donc plutôt le côté Chocolaté, MyGet. Donc Chocolaté, c'est un gestionnaire de paquets. Sous Linux, vous avez du apt-get, vous avez du Yum, et sous Windows, depuis quelques années maintenant, on a du Chocolaté qui permet de faire à peu près la même chose, mais pour Windows. Chocolaté, donc il est basé sur des packages. Ces packages, il faut les héberger quelque part. En l'occurrence, on a choisi MyGet, nous, parce que voilà, c'est un provider public qui permet de faire ça. C'est évidemment pas une obligation. On est capable de déployer des serveurs Nuggets, c'est le format de paquet. On peut les déployer on-premise, on peut les déployer dans le cloud. On peut utiliser, pourquoi pas, un autre provider public qui permet de faire ça. Là, le choix est assez ouvert. Nos packages MyGet, on va les chercher. Ces packages, chez nous, ils contiennent pas de binaire. Quand c'est une installation, on met pas les binaires avec. On peut, c'est une possibilité, mais on a fait le choix de pas le faire. Pour une raison assez pragmatique, finalement, les coûts de stockage sont assez élevés partout ailleurs que dans S3. Et donc nos binaires, et c'est le sens de la flèche qu'on voit, ils sont stockés dans S3. On stocke autre chose dans S3. On stocke également la configuration. Les packages, on en a écrit un code, c'est des codes d'installation. On n'a pas envie de réécrire le package à chaque fois qu'on change d'environnement, qu'on change de domaine, qu'on change voilà, d'environnement. Donc on a également les fichiers de configuration des packages qu'on stocke dans S3 et qu'on peut facilement adapter sans pour autant changer les codes d'installation. Donc pour reprendre, Chocolaté va chercher un paquet, exécute un code PowerShell d'installation qui va chercher des binaires dans S3, chercher des configurations dans S3 et fait son installation sur la machine. On a le petit icône Boxstarter dont parlait Pauline tout à l'heure. C'est lui qui va pouvoir gérer les reboots entre les différentes installations de packages, puisque, vous le savez peut-être, les user data s'exécutent que à le premier lancement d'une instance. Si on commence à devoir faire des reboots, c'est compliqué de reprendre normalement. Boxstarter nous permet de nous abstraire de cette difficulté. Packer, sur la droite en haut. Packer, c'est un outil qui permet de prendre une AMI Amazon classique, Windows typiquement, mais pas que. En l'occurrence, on fait du Windows. Donc d'instancier une instance avec et d'avoir le contrôle sur cette instance pour y faire tous les déploiements possibles et imaginables, gérer les reboots d'installation qu'il peut y avoir à faire, déployer des scripts, copier des fichiers,
on est limité que par l'imagination là-dessus. Et il va ensuite gérer toute la logique de création d'une AMI par rapport à cette nouvelle instance, destruction de l'instance, nettoyage de ses traces. Il est vraiment complètement automatisé de ce point de vue-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est lui décrire le build qu'il doit faire. Et pour finir, Terraform ou CloudFormation, donc l'outil d'infrastructure as code, qui va nous permettre de non seulement déployer l'environnement, VPC, réseau, etc., mais également de déployer les instances, donc l'AD en l'occurrence, mais pourquoi pas également des clusters SQL, des clusters applicatifs, n'importe quoi. Donc, l'idée n'est pas forcément de vous former à utiliser ces outils, mais juste de vous donner un petit peu un sens de comment ça se présente et de montrer que ça mord pas. En fait, ça a l'air, mais ça mord pas. Donc là, on est sur un fichier de configuration Packer. Donc c'est du JSON. Donc c'est un langage que, a priori, n'est pas très compliqué à maîtriser. L'intérêt de Packer, c'est que on n'est pas obligé de tout mettre dans un seul fichier et on va pouvoir séparer. Notamment, ce qu'on voit ici, c'est qu'on va pouvoir mettre les variables d'un côté et mettre toute la logique de construction de l'autre. Ce que ça permet, c'est que le jour où vous arrivez chez un de vos clients, que vous avez un nouveau besoin, que vous voulez faire quelque chose de différent, vous adaptez uniquement le fichier des variables et vous ne reprenez pas les, évidemment, centaines de lignes qui composent le reste. Comme on le disait, voilà, il va permettre de facilement, on le voit là par exemple, aller exécuter des scripts. On va pouvoir lui donner les variables d'environnement avec lesquelles il faut peupler l'exécution du script. Il va pouvoir copier des fichiers, il va pouvoir gérer les reboots. Et voilà. Donc là, bon, c'est un exemple de comment ça se démarre. On lui file les fichiers de variables, éventuellement des variables sur la ligne de commande directement, pour écraser des choses qu'on a envie de modifier très fréquemment. Et puis après, voilà, il va aller chercher l'AMI qu'on lui a filée, il va vérifier qu'elle existe, il va créer une instance, il va attendre qu'elle soit ready, il va attendre que le RPC puisse être accessible, il va se connecter, il va commencer à dérouler tout le build qu'on lui a demandé de faire. Donc voilà pour la partie Packer. Pour vous donner une idée de à quoi ressemble Chocolaté, alors là on est sur un package. Donc comme je le disais tout à l'heure, les packages sont des packages nuggets. Donc c'est un format qui est open. En l'occurrence, le logiciel là est un logiciel gratuit qui permet de créer et éditer des packages nuggets. Donc ça se présente assez simplement. On a la partie gauche qui va permettre de donner les métadatas du paquet, son titre, son numéro de version. On peut gérer le versionning. Éventuellement les dépendances. On peut faire en sorte qu'un paquet soit dépendant d'autres paquets, ce qui permet de séparer, de segmenter les installations, de maintenir les choses de chaque côté, et au final, finalement, de simplifier le travail de maintenance. On va voir la partie scripting, on va voir la partie donc script d'installation, script de désinstallation. C'est grosso modo les deux composants de base dont vous avez besoin. Chocolaté a juste besoin de savoir comment il installe le truc, et le jour où on lui demande de le désinstaller, il a besoin de savoir comment on le désinstalle. Et ces scripts, on peut les lister directement. C'est du PowerShell, donc les admins Windows normalement sont pas perdus. Et voilà. En l'occurrence, on remarque qu'il n'y a pas de paquet de scripts de désinstallation. C'est parce que Chocolaté ne se limite pas à faire des installations ou des installations. On s'en sert également comme simple vecteur de code, un moyen d'exécuter du code sur une instance assez facilement. Donc là, en l'occurrence, ce package, il nous sert à quelque chose. Il ne fait pas d'installation réellement, il ne fait qu'exécuter du code. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Chocolaté désinstalle. Voilà. Et enfin Terraform. Terraform, c'est un format donc descriptif, évidemment, comme tout code IAC. Mais c'est ni du JSON, ni du XML, c'est quelque chose de propre. L'avantage de Terraform, c'est qu'en théorie, il ne fait pas que du AWS. Vous pouvez aussi faire du Azure, vous pouvez faire du GCP, vous pouvez faire du vSphere si vous avez envie. Terraform est assez agnostique de ce point de vue-là. Donc, c'est pas perdu d'apprendre la syntaxe Terraform par rapport à CloudFormation. CloudFormation, lui, il est sur du JSON, YAML, donc des choses un peu plus classiques. Mais c'est que du AWS, évidemment. Terraform, donc, ce qu'on voit là, si on voit alors c'est un extrait de la stack qui est en train de tourner, hein, qui permet de créer les AD, et on voit qu'il y a deux modules en fait. Il y a un module create AD, un module join AD, et en fait ces modules font référence à la même chose. C'est quelque chose qu'on a créé qui permet de peupler une instance Windows. Pourquoi est-ce qu'on fait ça?
parce que en fait, c'est juste pour vous montrer que on est capable avec Terraform de faire des modules, de les rappeler et en fait de pas dupliquer le code X fois. Faire un premier décès et un deuxième, c'est pas tout à fait la même instance, mais on sent bien que ça va être quand même à peu près la même logique de déploiement. Donc c'est variabilisable. On va pas l'appeler pareil. Typiquement, lui, ça va être quelque chose DC01, l'autre ça va être DC02. Mais en dessous, voilà, on va mettre une instance, on va faire une installation dessus, on va quand même faire beaucoup de choses en commun. Il est capable bien sûr aussi de gérer les dépendances entre les différents modules. Typiquement, vous créez un subnet et un VPC, il va savoir qu'il faut créer le VPC avant le subnet, et pas l'inverse. Il n'y a pas besoin d'ordonner soi-même le code, en fait il fera lui-même tout ce qu'il faut pour faire un déploiement dans le bon ordre. Mais par contre, en termes de dépendance, il y a un petit souci qu'on a avec Terraform, c'est que, excusez-moi, pas mal, hein, c'est effet démo. Le problème qu'on a avec Terraform, c'est que pour lui, une instance est déployée à partir du moment où elle est running sur AWS. Or pour nous, une instance est déployée à partir du moment où elle a fini d'installer ce qu'on lui demande d'installer, ce que Terraform, lui, ne sait pas faire. Et ça nous mène à un problème en particulier avec l'installation d'AD, c'est que quand vous installez un AD, vous avez besoin de faire un premier contrôleur, vous le transformez en contrôleur domaine, vous créez une forêt, vous créez un domaine, vous avez besoin de faire un deuxième que vous allez promouvoir en tant que DC. Pour faire ce deuxième, vous avez besoin que le premier soit fini d'installer, vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Or Terraform ne sait juste pas gérer ça. Il n'en sait rien en fait ce qu'on fait dessus, il ne sait pas si on a un DC fini ou pas. Donc pour ça, on utilise une fonctionnalité de Terraform. Ce qu'il sait faire, c'est lancer des scripts. On sait lui faire un petit module virtuel où on lui dit lance ce script-là, et attends la fin d'exécution du script. Donc ce qu'on a, c'est que Terraform, après avoir fait le premier décès, il va lancer un script qu'on va matérialiser par le petit chronomètre, qui va en fait attendre qu'un fichier S3 apparaisse sur S3. Et en parallèle, dans notre build du DC, en fait, on va faire toutes les installations qu'il faut. On va installer les composants du domaine, etc. On va faire la promotion. Et à la fin, on va lui faire exécuter un petit package, qui était en fait celui que vous voyez la dernière fois dans Nugget, 3 slides avant. Et ce package, son rôle, il est tout simple, c'est d'aller créer ce fichier dans S3, qui va permettre de libérer Terraform, et il va continuer sa route et exécuter le deuxième DC. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on en arrive à avoir un tday.lan, un tout nouveau domaine qui devrait arriver, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais a priori il devrait rester à peu près 10 minutes pour que le domaine soit joignable et fonctionnel. Et du coup, en attendant, on va donner la parole à Jean-Xavier qui va nous faire un retour sur notre partenariat. Merci à vous. Alors effectivement, juste avant de démarrer, vous dire que moi-même j'ai mis les mains dans Terraform, j'ai mis les mains dans Packer. C'est un pas à faire et c'est une difficulté en fait qu'on a rencontrée, qu'on s'est donnée. C'est-à-dire qu'on fait le pas vers AWS et en plus on fait un double pas vers l'automatisation au maximum. Mais en fait on se rend compte rapidement que c'est très grisant. On commence à faire des choses, on se rend compte que ça marche, que ça va nous apporter beaucoup de flexibilité, beaucoup de réactivité. Et en ça, on a envie de continuer, on a envie d'en faire et d'en faire. Pendant ce temps-là, ma présentation arrive. Voilà, super. Merci. Hop, et normalement, si je fais ça, voilà. Donc, je vais vous parler en quelques mots de Bonduel, nos challenges à la DSI et nos nouveaux objectifs. Quelques mots sur l'expérience aussi de ce qui a été fait avec des 2SI, en collaboration avec des 2SI. On va revenir un petit peu sur nous, ce qu'on tire des outils qui ont été présentés aujourd'hui. Nos difficultés, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Donc des difficultés, on en rencontre, vous allez en rencontrer. Et les gains qu'on en tire déjà. Alors Bonduel en quelques chiffres, c'est 1 million de tonnes de conserve, 450 000 tonnes de surgelés, 350 000 tonnes de produits frais. Dans les produits frais, vous allez trouver les salades en sachet, les produits traiteurs par exemple.
a notre chiffre d'affaires qui se porte à 2,3 milliards d'euros. C'est un chiffre en fait sur lequel on a une forte ambition d'augmentation évidemment. On pense arriver à 3,5 milliards de chiffre d'affaires en 2025. Et ça a un impact sur la DSI parce que ça veut dire qu'il va falloir suivre en termes d'IT. Bonduelle, c'est 54 sites aujourd'hui. Au-delà des marques que vous pouvez connaître, Bonduelle, Casgrain, Arctic Gardens au Canada et Globus en Russie, on a fait l'acquisition récemment de la société Ready Pack Foods aux USA, qui rend le groupe Bonduelle plus important aux États-Unis, enfin sur le continent américain, pardon, qu'en Europe. Voilà. Donc c'est un gros changement pour nous et donc des nouveaux déploiements à attendre, puisque on essaye, tant que faire se peut, d'avoir des solutions groupes systématiquement et donc de déployer les mêmes solutions partout dans le monde. Donc une petite carte aussi pour représenter notre présence en termes de plateformes de fabrication. Donc beaucoup en Europe, beaucoup en Amérique, je viens de le dire. Aussi, on est présent aussi en Russie et au Brésil. Ça veut dire aussi des créneaux horaires très variés et donc un SI qui doit être de plus en plus disponible. Notre ambition aussi, dans les années à venir, se résume en une phrase qui est celle-ci, c'est favoriser l'envie et l'accès à une alimentation saine et durable. Donc c'est ce qui motive les collaborateurs, les 10 000 collaborateurs permanents au quotidien, sachant qu'on a évidemment une activité très saisonnière. On commence nos productions beaucoup en mai-juin pour finir en octobre. Donc au moins en conserverie et en surgelé, on est très saisonnier. Je reviens à l'IT. Alors jusque maintenant, l'IT, c'était un fournisseur de services, un fournisseur IT. On était vu plutôt comme un centre de coût jusqu'à présent, faut bien le dire. Et la transformation qu'on est en train de vivre, notre transformation vers le digital, c'est de devenir un partenaire du métier. En ce sens, on s'est même réorganisé à la DSI. On a maintenant un pôle Business Applications qui est directement en frontal avec le métier et dont l'objectif est de construire la stratégie du groupe avec le métier et non plus avoir une stratégie DSI et une stratégie métier qui, au final, le constat qui a été fait, c'est que c'est parfois un petit peu divergent. Et là, l'idée, c'est vraiment de construire tout ça ensemble. Donc un vrai changement chez nous. Des nouveaux challenges, c'est pouvoir répondre aux besoins toujours grandissants du métier. Les dernières applications qu'on a déployées, je pense à la data visualisation chez nous, on n'aurait jamais pu la déployer on-prem sur nos machines à nous. Le fait est que grâce à AWS et grâce à l'accompagnement aussi des DSI, parce qu'on n'aurait pas su faire ça tout seul, on a fait ça en une semaine. On a déployé notre application en une semaine. Ça a surpris tout le monde à la DSI, c'est un record chez nous. Et aussi, il va falloir qu'on s'adapte à l'évolution de l'entreprise, au grossissement de l'entreprise, au vu des objectifs qu'on se donne dans les années à venir. Deuxième challenge, c'est de simplifier l'exploitation de nos solutions. Il n'est plus question aujourd'hui de passer autant de temps que sur l'exploitation pure des solutions. Il faut qu'on arrive à automatiser les choses le plus possible et faire en sorte en fait qu'elles tournent toutes seules, qu'il n'y ait plus grand chose comme opération à faire sur les environnements. Et enfin, et non des moindres, ça fait quelques années qu'on nous challenge là-dessus, c'est pour nous de trouver l'innovation technique et d'apporter l'innovation technique au métier de manière à faire germer de leur côté l'innovation fonctionnelle. En apportant, en fait, l'idée c'est d'apporter les nouvelles solutions, les nouveaux moyens techniques qu'on peut leur mettre à disposition pour qu'eux puissent imaginer, innover, en tout cas côté métier, et leur permettre aussi de se tromper. C'est aussi ce que nous apporte le cloud, c'est de pouvoir dire bon ok, on essaye quelque chose, ça marche c'est bien, ça marche pas tant pis, on casse et on passe à autre chose. Et ça, il faut que le métier aussi en prenne conscience et il faut les accompagner là-dedans. Alors, on a démarré doucement.
un peu comme tout le monde, je pense, il y a maintenant deux ans de ça, on a commencé par une étude, se dire, voilà, le cloud c'est quoi, où est-ce qu'on en est, quel est l'état de l'art, est-ce qu'il faut y aller, oui ou non, est-ce que nous on est candidat à ça. Puis on a fait le choix AWS devant les fonctionnalités, les services qu'AWS pouvait apporter, qui étaient de toute évidence loin devant les autres. On s'est dit, en tout cas, en faisant ce choix-là, on ne se trompe pas. Et on a commencé à regarder chez nous ce qu'il y avait, essayer d'anticiper les événements à venir, les remplacements de matériel notamment. On avait investi en 2013 sur beaucoup de matériel, puis on s'est rendu compte que ce matériel, il devient déjà obsolète. Un matériel qui pouvait vivre 6-8 ans à l'époque, aujourd'hui, au bout de 3 ans, on est déjà obsolète. La bonne preuve, c'est que la DataVision n'aurait jamais pu la déployer chez nous sur ce matériel-là. Ce qui nous amène à dire, ok, on fait l'analyse, on imagine de ne plus investir en centrale et de migrer dans le cloud. Et on s'est dit qu'en migrant l'ensemble de notre SI en 3 ans, c'est-à-dire avoir fini en 2020, y a moyen de ne plus investir en centrale. Donc allons-y. On a mis le curseur à fond, d'où les 100%, avec une exception toutefois, parce que notre ERP, qui est JDE World Software, pour l'anecdote, réside sur une techno IBM i, qu'on n'a plus le droit d'appeler AS400 maintenant, et que la S400 on le verra pas tout de suite dans le cloud, et JDE a encore de beaux jours devant lui. Peut-être qu'un jour on imaginera faire évoluer la solution. Le partenariat avec des 2 SI. Alors on a travaillé sur beaucoup de sujets, et c'est aussi une difficulté chez nous, parce que l'équipe est ce qu'elle est, et c'est pas parce qu'on se met à s'orienter vers le cloud que tout s'arrête à côté. La vie de tous les jours est toujours là, il y a encore des projets qui sont là, des projets métiers qu'il faut accompagner. On a voulu traiter beaucoup de choses en même temps. D2SI nous a accompagnés à l'élaboration de la landing zone. La landing zone, c'est quoi? C'est de pouvoir définir le contexte Amazon dans lequel on va venir porter nos services. Donc c'est les bonnes pratiques pour créer les comptes, pour créer les subnets, pour créer le réseau, pour des bonnes pratiques d'organisation aussi. Voilà. Donc on a eu beaucoup d'ateliers sur le sujet qui nous amènent à des conclusions, à des priorités, un plan sur les actions à mener pour pouvoir atterrir sainement dans le cloud. D2SI nous a accompagnés aussi sur la migration de nos sites web. Alors, comme on voulait faire beaucoup de choses en même temps, ils ont avancé un peu tout seuls sur ce sujet-là, mais on est en train de les rattraper. On fait des sessions de remontée en compétences. On s'appuie pour les sites web sur Elastic Beanstalk. Et on attend d'Elastic Beanstalk que justement ils viennent nous simplifier l'exploitation. En fait, on ne veut plus avoir à monter le monitoring, ces choses-là. Il faut que ça nous permette de dire ok, la solution, elle vit, elle se met à jour toute seule, ça vit quoi. Voilà, et c'est ce que doit nous apporter Elastic Beanstalk. On se dote aussi d'une usine à site, dont l'idée est d'avoir un hub de contenu dans lequel on va retrouver nos produits, nos recettes, qui nous permettront de monter plusieurs fronts par la suite. Donc ça c'est en cours. Je ne vais pas m'étendre sur la partie AD, ADFS, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc vous avez vu comment ça s'est passé, mais l'idée c'est vraiment d'automatiser ça et de rendre l'architecture résiliente de manière à pouvoir faire face à un incident potentiel côté AWS. Et enfin, la solution qu'on a, donc la data visualisation qu'on a réussi à construire en l'espace d'une semaine, temps record chez nous, en ayant challengé l'éditeur assez fortement. Parce qu'il a fallu le convaincre pour lui dire bah oui on va vers AWS, mais il n'est pas question de dire voilà des machines et puis installe ton truc et puis on verra bien après. Là l'idée c'était vraiment de construire quelque chose de résilient et de le plus automatisé possible. Alors comment ça s'est passé? Voilà, ça c'est l'expérience, je dirais. J'insiste moi sur les compétences des collaborateurs de D2SI. Les gars, clairement, ils en veulent. Ils sont motivés par le cloud. Ils pensent cloud. Et ce qui revient souvent, c'est il n'y a pas, faut que ça marche. Bon, quand on dit il n'y a pas, faut que ça marche, au bout d'un moment, ça marche. Et c'est appréciable. Ce qu'on voulait aussi, c'était aussi garder la maîtrise de notre infrastructure.
de notre ESI. Ça, c'était quelque chose d'important à nos yeux. En ça, on a trouvé vraiment un écho côté des ESI par leur volonté de transmettre ce qu'ils font. Ils commencent à coder, ils nous montrent comment ils font, et après ils nous apprennent. Et une fois qu'on a mis les mains dedans, ben on est de plus en plus autonome, et après on sera à même à déployer nos applications dans AWS. Et enfin, c'est de faire les choses les plus réutilisables possibles. L'idée, c'est de jamais refaire deux fois la même chose. Et donc, par le packaging, par l'infra as code, tant que faire se peut, on pense les choses réutilisables. Alors, dans les outils, on les a déjà détaillés. Je vais juste confirmer qu'un outil comme Terraform demande de l'entraînement, demande de la pratique. Il faut s'y jeter. C'est une marche à passer. Ça nous prend beaucoup de temps aujourd'hui, mais on sait déjà que ça va nous en faire gagner demain. Déployer un environnement de prod en quelques secondes parce qu'on a changé quelques variables dans un fichier et repoussé la configuration nous donne un environnement similaire à 2 gouttes d'eau à la qualification. En plus de ce côté-là, c'est plutôt rassurant. Donc on en voit déjà les bénéfices. Packer, comme on vous l'a dit, l'idée c'est de pouvoir construire des AMI personnalisés. Bon, là je reviens pas dessus. Les paquets de chocolatés aussi, je pense que Jérémy et Pauline en ont bien parlé. Les paquets de chocolatés, l'idée c'est de pouvoir aussi packager l'ensemble de nos applications, faire en sorte que notre ESI soit au maximum reconstructible de manière automatisée. Ça, c'est un peu le Graal vers lequel on voudrait tendre. Et enfin, GitLab, parce que pour tout ça, vous avez vu, c'est beaucoup de fichiers de configuration, de paramétrage. Donc il faut versionner tout ça. Et il faut s'entraîner aussi parce que l'équipe que je pilote est une équipe d'infrastructure à la base, ce ne sont pas des développeurs. Donc en fait, ils découvrent Git. Alors forcément aussi, ça c'est un pas une marche à monter. Dans les difficultés qu'on rencontre, en fait, c'est qu'auparavant, avant de décider de partir vers le cloud, on avait déjà fait un énorme travail de consolidation de notre ESI. Aujourd'hui, on vit avec 300 VM sur 10 ESX, ce qui est un ratio plutôt sympa. On a nos databases consolidées sur 1 ou 2 AIX, en tout cas 2 partitions, ce qui nous permet d'optimiser notamment la partie licensing. L'inconvénient de ça, c'est que pour aller trouver un ROI et se dire je porte tout dans le cloud et ça coûtera moins cher, quand on a fait déjà un travail de consolidation au préalable, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut trouver des ROI, des retours sur investissement aussi qualitatifs par le time to market par exemple. Côté humain, en fait, on a démarré avec 2 personnes chez nous, moi inclus, parce que le reste de l'équipe était aussi sur la vie courante de tous les jours, le run, les projets métiers qui ne s'arrêtaient pas pour autant. Et donc doucement, on est en train de convertir l'équipe, personne par personne, projet par projet, pour essayer de ne plus rien construire on-prem et de tout construire sur le cloud. Beaucoup de sujets en même temps, parce que quand on a commencé à y aller, tout le monde a voulu y aller chez nous. Et donc, beaucoup de sollicitations de D2SI aussi, en parallèle. Et donc, ils ont réussi à nous accompagner. Et enfin, le dernier point, c'est que 90% de nos applications sont des progiciels, des solutions éditeurs. Ça veut dire quelque part qu'il va falloir qu'on réussisse à convaincre nos éditeurs de transformer, quand ce sera nécessaire, leur outil pour pouvoir s'adapter au cloud. Et enfin, dernière diapo, et après je vous laisse tranquille. Les gains qu'on y trouve, le premier c'est le time to market, c'est évident. Pouvoir construire plus vite les choses, de toute façon c'est une demande, on ne peut pas y couper, on se rend compte qu'on y arrive, quoi. La confiance dans ce qu'on est en train de construire, avoir des environnements de prod, des environnements de qualif en tout cas, qui sont 2 gouttes d'eau par rapport à la prod, c'est appréciable. Ça veut dire aussi pouvoir se reposer sur une qualif qui est une vraie qualif, pouvoir faire des tests et se dire que si ça marche sur qualif, forcément ça marchera en prod.
Se donner la possibilité aussi de pouvoir reconstruire un maximum de choses si on devait faire face à un incident, se dire qu'on a le code qui permet de reconstruire le SI au maximum, en tout cas de manière automatisée. Le travail qu'on fait qu'on ne devra pas refaire, donc les packages, les modules Terraform, qui sont un investissement aujourd'hui parce qu'on est obligé de construire des modules pour faire des EC2, des modules pour faire des RDS, des lambda. Même une fois qu'ils seront faits, si on les a bien faits, on n'aura pas à les refaire. Et enfin, une nouvelle façon de penser l'infrastructure. Alors c'est très engageant pour les équipes, ça motive les équipes parce que on sort du train-train quotidien, on voit des nouvelles choses. Donc ça, l'équipe est plutôt motivée là-dessus. Et ça nous permet aussi d'embarquer l'équipe Business Applications, qui est vraiment en frontal avec le métier, dans leur projet, en leur apportant les nouveaux services. Donc nous, il faut qu'on monte en compétences pour pouvoir les accompagner ensuite. Et enfin, se donner la possibilité de changer d'avis. La bonne preuve, c'est que les serveurs AD qu'on a montés, nous, dans un compte AWS, on est en train de se dire on va faire les choses un petit peu différemment et il va falloir reconstruire ces Active Directory. Qu'à cela ne tienne, c'est codé. Il n'y aura qu'à repousser le code, quoi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit et je peux vous repasser la parole en espérant que ça se soit bien passé, mais il n'y a pas de raison. Merci Jean-Xavier. Alors, bon, ça s'est terminé. Donc a priori, on va pouvoir aller voir les résultats. Hop. Donc si on revient sur notre petite console EC2 et qu'on la rafraîchit, on devrait avoir des entrées en plus. Donc on a maintenant un TDAI ADDS, Active Directory Domain Services, DC1 et DC2. L'un et l'autre étant dans des availability zones différentes, évidemment. Et petite digression, sur cette machine terminée, là, en fait, c'est celle que Packer a utilisée pour créer la nouvelle AMI. Donc nouvelle AMI qu'on va aller trouver du côté de nos AMI perso. Donc il y en a deux, parce qu'il y a celle que j'ai utilisée là pour construire les deux DC. Et il y a celle qui vient de créer à l'instant. Bon, c'est les mêmes noms, c'est les mêmes, parce que c'est juste la même stack qui les a créés. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le bastion. Donc on va aller récupérer son IP. Hop. Voilà. Bon, ça fera un faux log, évidemment, on vient de le créer. Donc c'est un Windows 2016, parce que bon, autant que possible, on essaie d'utiliser les dernières innovations. Ce qu'on va faire, donc actuellement, il a été démarré à un moment où on n'avait pas encore les DC. Ce qui fait qu'en fait, si on regarde sa config IP, yep, excusez, hop là, IP config. Ce qu'on voit, c'est qu'il est toujours sur le serveur DNS par défaut que provide Amazon, donc c'est le point 2 de la racine de notre VPC. Ce qui fait que si on essaie de pinguer évidemment notre TDAI, ça va pas marcher. Il va simplement... Pourquoi ça marche? J'ai rafraîchi les DNS. Bon, on vient de tomber sur une nouvelle feature. Hein. Ok. Bon, normalement, j'étais censé faire un IP config renew. Parce qu'une fois que les DC sont bâtis, en fait, ce que fait Terraform dans notre stack, c'est qu'il change les DHCP option set pour faire en sorte que toute nouvelle machine récupère comme DNS les deux DC qu'on vient de mettre. Ça peut pas marcher sans ça, en théorie. Donc là, on a bien récupéré les DNS. Donc voilà, donc ça c'est les IP des DC. On n'a pas forcé les IP, hein, donc c'est tombé sur ce que Amazon nous distribuait. Bon, et du coup, bon, voilà, oui, ça marche toujours aussi bien, forcément.
Ok, donc c'est un bastion, on l'ajoute pas au domaine. Là, pour les besoins de la présentation, on va l'ajouter au domaine. C'est évidemment pas quelque chose qu'on fait normalement, puisqu'elle est exposée à Internet, cette machine quand même. Mais on va le faire. Donc le domaine tday.lan toujours. Donc les fichiers de configuration qu'on n'a pas présentés font que je sais quels mots de passe ont été setés. C'est tout ça, on l'a défini à l'avance en fait. Hein, donc c'est des choses qui sont paramétrables évidemment. J'ai pas tapé le bon mot de passe. Je peux poser le micro 2 secondes s'il vous plaît? Voilà, donc là, il me dit qu'il faut que je redémarre. Bon, je vais pas le faire, ça sert pas à grand chose. On va simplement ouvrir. Hop. Donc ça, c'est le bastion parmi, dans ces user data, quand on l'a lancé, on lui a demandé d'installer les RSAT tools, de changer son mot de passe admin, tout ça, pour que ce soit plus facile de s'y connecter. Et là, on va pouvoir donc aller regarder notre domaine dans une interface graphique plus familière dans 10 secondes. C'est une petite machine, on n'avait pas les moyens d'en mettre une grosse. Donc voilà, donc le tday.lan, on va retrouver dans Computers notre bastion, donc lui-même qui vient de s'ajouter. On va retrouver dans nos domaines controllers les 2 ADDS. Donc les 2 DC qu'on a créés, qui sont Global Catalog, voilà. Et ça conclut un peu ma démonstration, c'était juste pour vous montrer que ça marche. Et ça marche en une quarantaine de minutes si on fait tout à la filée, et en l'occurrence en 20 minutes. Voilà, voilà. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors je m'excuse, peut-être merci. Est-ce que vous construisez une AMI pour chaque instance ou pas? Non, alors c'est une très bonne question parce que j'ai oublié de le préciser. Pourquoi est-ce qu'on fait une AMI avec Packer? On le fait pour justement pouvoir déposer toute la logique, donc chocolaté, tout ce qu'on va pouvoir devoir utiliser derrière pour faire l'automatisation. Quand on lance les user data, en fait, on va désigner à l'instance, avec les user data, quand on en lance une, on va désigner le premier package qu'elle doit installer. En fait, on a une logique des user data qui permet de faire ça. Et c'est à ce moment-là que l'instance, on part d'une AMI générique qui va se spécialiser. Donc typiquement, l'AMI qu'on a construite là, c'est une AMI qui est hors domaine, puisque c'était dans le but de faire le domaine. Donc elle peut être utilisée pour faire les AD ou pour faire n'importe quelle autre machine hors domaine. L'étape suivante, si on voulait continuer là, ce serait de refaire un packer avec une AMI qui est configurée pour s'ajouter au domaine. Donc on fait le sysprep de sorte à ce qu'elle s'ajoute dans le domaine. Et cette AMI là deviendrait la source qu'on utiliserait pour n'importe quelle application, si on veut déployer un serveur web, si on veut déployer un SQL, voilà. C'est les user data qui nous permettent de définir comment on va commencer notre chaîne d'installation. Et après, les packages, potentiellement, par le jeu des références entre packages, etc., on va dérouler tout jusqu'à la finalisation de l'install et que l'instance soit prête. Est-ce que d'autres personnes ont une question? Pas hésiter, enfin, même si vous pouvez venir nous voir après, c'est possible. Oui? Alors, est-ce que c'est possible d'avoir les scripts? Là, en l'état comme ça, c'est compliqué. En fait, il faut voir que ce qu'on vous a montré, les extraits, sont là. Après, faut pas croire, il y a des centaines et des centaines de lignes derrière. Et les utiliser, juste faire enter sans savoir ce qu'on fait, ça va pas vous amener grand-chose. Après, on compte, on est un peu actif sur le côté open source et on compte publier en fait notre travail
Après une petite phase de nettoyage, parce que forcément quand on code de notre côté, on n'a pas tout commenté, on n'a pas tout fait comme il. Voilà. Mais un de ces quatre, ouais, bien sûr. Et après, si vous voulez venir jeter un œil à comment ça se présente, il n'y a pas de problème. Merci. Merci à tous. Ah. J'ai passé maintenant. Est-ce que vous constatez des améliorations côté Windows pour mieux s'adapter aux environnements cloud, etc., etc. Oui, une grosse amélioration est arrivée il y a quelques années, ça s'appelle PowerShell. Franchement, je pense pas qu'on aurait pu faire quoi que ce soit de ce qu'on a présenté là si ça n'avait pas existé, parce que les logiques d'automatisation, les algorithmes qu'on peut utiliser, c'est pas super complexe, c'est pas du machine learning, mais ça reste quand même assez évolué et c'est des choses que faire avec CMD, bon courage quoi. Donc PowerShell, je dirais que c'est le truc majeur. Après, la naissance du cloud a amené des choses comme Terraform, Packer, Chocolaté était peut-être un peu plus ancien, mais ces outils-là, évidemment, sont des bénédictions pour nous. Ils sont open source, on peut les réutiliser, c'est super. Mais voilà, sur l'environnement Windows pur, le truc qui vraiment fait la différence, c'est que PowerShell existe maintenant, quoi. Oui. Oui, en l'occurrence, c'est des 2016 Core qu'on a utilisés. Donc si on se connecte dessus, ce sera ligne de commande PowerShell en l'occurrence obligatoire. L'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir potentiellement à gabarit égal des performances meilleures pour le domaine contrôleur, puisqu'il y a toute une partie explorer.exe, etc. qui a plus à tourner sur les instances Core. Donc ça, c'est aussi une amélioration ces derniers temps de Microsoft, qui est toute récente, puisqu'il n'y a que 2016 qui commence à être réellement Core. Ils ont même fait un nano qui permet potentiellement d'économiser un peu de ressources. Oui ? Merci. Vous parliez d'un gros travail de rationalisation. Donc 10 ESXi, 300 VM. Réellement, vous comptez gérer comment votre ROI à ce niveau-là, par rapport au passage au cloud? Alors, on a fait l'exercice de reprendre notre liste de VM et de dire voilà, qu'est-ce que ça va représenter dans le cloud. On se rend compte que ça coûtera pas moins cher dans notre cas, ce sera peut-être même un petit peu plus. En tout cas, le ROI, on va pas le chercher de ce côté-là forcément. Évidemment, on va faire attention à ce qu'on déploie dans le cloud, de manière à pas non plus s'étaler. L'idée, c'est d'aller apporter de nouveaux services qu'on pourrait pas apporter en on-prem. Des choses qu'on pourrait de toute façon pas délivrer, d'une part, et aussi dans la vitesse de livraison. On a toujours les sujets qui arrivent chez nous, mais à mon avis, comme partout, souvent à la dernière minute, il y a un sujet qui tombe, il faut y aller, il faut construire là maintenant tout de suite. Donc plutôt que de construire des VM à l'arrache, from scratch, comme on avait l'habitude de le faire, même si on partait de template VMware, l'idée, c'est de pouvoir se dire, au lieu de déployer du template VMware, on vient prendre un répertoire de configuration qu'on copie, qu'on vient amender ou modifier, et de rappuyer sur le bouton et c'est parti. Et c'est là où il y a un vrai gain sur les projets qui iront plus vite de ce côté-là. Et qui forcément, quand un projet va plus vite, coûte moins cher. Et en termes de staffing d'équipe, c'est un problème aujourd'hui. Clairement, chez nous, on veut tout faire en même temps.
C'est-à-dire dire allez on porte le web, ok on porte le web, allez ben on y va sur la data vis, la data vis on va pas la construire on-prem, on va la construire dans le cloud. Tiens il nous faudrait un environnement pour jouer avec des API, avec API Gateway Amazon. Nous on vient nous taper sur l'épaule, ok mais aujourd'hui j'ai pas forcément d'environnement de bac à sable à mettre à disposition. Donc il y a quand même un socle de base à construire qui est assez important. La landing zone dont je parlais tout à l'heure, on n'a pas fini là-dessus, il faut qu'on la finalise pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Mais oui, l'équipe, alors ce que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'on appuie notre infrastructure sur un partenariat d'infogérance aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nos environnements on-prem étaient infogérés plus ou moins suivant les environnements. C'est-à-dire qu'on était capable de donner à l'infogérant soit de la supervision, ou de la supervision et de l'exploitation, parce qu'on leur a donné des procédures bien écrites pour qu'ils puissent faire des choses sur nos environnements, ou l'administration, c'est-à-dire la totale. Typiquement, j'ai pas de DBA dans l'équipe. N'ayant pas de DBA, l'ensemble de l'administration de nos bases de données est confiée à l'infogérant. Alors, ça nous donne quelque chose de très granulaire, de très à la carte, mais ça veut dire aussi que ce mode d'infogérance va devoir évoluer aussi. On ne pourra pas garder le fonctionnement actuel parce que le travail n'est plus le même. Et si on commence à automatiser des choses, il faut que l'infogérant nous suive. On ne peut pas imaginer que l'infogérant se dise ah bah tiens, il y a telle machine, il faut la grossir un petit peu, je la grossis à la console. Ah bah non, ça va pas marcher. Parce que nous, notre Terraform derrière, il ne suivra plus. Donc là aussi, il y a un travail. Et l'infogérant en est conscient, il va nous accompagner là-dessus, mais le travail ne sera pas le même, la prestation ne sera plus la même. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question. Merci. Mais oui, 2 personnes pour démarrer, je vous confirme, c'est dur. Alors, nos applications, en fait, on réfléchira peut-être microservices sur les nouvelles applications qu'on va déployer. Ce qui existe en legacy, entre guillemets, il faudra qu'on le porte. On n'a pas fait le choix pour l'instant de se dire on porte dans le cloud en faisant un lift and shift comme on l'entend beaucoup et puis après on verra ce qu'on fera. L'idée c'est vraiment d'automatiser la réinstallation des produits, de rendre en fait le SI le plus reconstructible possible. Donc ça veut dire une réinstallation. Alors, il y a peut-être des cas où on ira jusqu'au bout, des cas où on n'arrivera pas jusqu'au bout. Peut-être que la méthode sera différente suivant les cas. Dans tous les cas, il faudra impliquer l'éditeur de manière très forte, je pense. C'est bien, il y en a eu beaucoup. N'hésitez pas. Alors après, pour compléter un peu la réponse, on fait face aussi à des constructeurs qui peuvent nous surprendre en termes de maintenabilité des machines qu'on a achetées en 2013, où notre cher constructeur qui commence par un I et qui termine par un M avec un B au milieu, nous dit royalement en septembre, en fait on arrête de vous maintenir en décembre de la même année. Ok, vous êtes gentil, mais moi pour sortir de mes équipements dans cette situation-là, ça va être compliqué. Donc ça va peut-être avoir un impact. Faut qu'on en parle entre nous sur notre modèle de déploiement. Est-ce que ça veut dire sauf qu'il peut et on porte tout dans le cloud en mode lift and shift plus rapidement, ou est-ce qu'au contraire on se dit on trouve un tiers mainteneur qui pourra nous faire le boulot pendant un moment si tant est que ce soit possible. Et il nous permet de builder ce qu'on veut ou pas. Comment ça marche? Oui, non, le user data est générique. Il permet de builder ce qu'on veut dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, c'est là. Bon,
sais que c'est la question. Le user data, c'est ce qui va permettre d'initier en fait la construction de l'instance. Donc oui, il est générique. Nous, tout ce qu'on va changer, en fait, on a mis en place une logique. On parlait de box starter, donc on va pas rentrer trop dans le détail. Mais finalement, tout ce qu'on fait, c'est changer vraiment que le nom du package qu'on va lancer en premier, de sorte que oui, les user data, tout ce qu'on fait, c'est changer voilà, ça, plus le nom de la machine, et on envoie toujours la même chose, et derrière, c'est la machine toute seule qui va chercher ce qu'il faut, qui va installer ce qu'il faut, éventuellement enchaîner les installations, en fonction de ce qu'on a écrit dans le paquet de chocolaté, qui, je le rappelle, c'est du script, hein, donc on n'est pas limité par la technologie de ce point de vue-là. Bon, messieurs, dames, encore merci d'être venus nous regarder.